Voilà un nouvel épisode des Technos. On va parler dans cet épisode de Bitcoin, d'intelligence artificielle à l'école, de concurrence dans le monde magnifique des écrans. Bah oui, c'est comme ça. On va parler également de webcam, du CNRS. On va parler de plein de choses en fait dans cet épisode. Comme chaque semaine, on vous parle de plein de choses. Et je dois vous dire également que cet épisode se terminera avec la seconde partie de la rencontre entre Thierry et un auditeur, œnologue, technophile, François donc, à la fin donc de cet épisode. On salue nos amis chroniqueurs du jour, à savoir d'un côté Aurélien. Bonjour Aurélien, bonjour. Salut. De l'autre côté Xavier. Salut Xavier. Salut tout le monde. Tout le monde va bien, tout le monde est en forme, c'est l'hiver, commence à faire froid. Un épisode avec Xavier, ça fait très longtemps, ça fait plaisir. C'est vrai. Ça fait un moment. Ouais. Voilà, c'est vrai. On s'entend régulièrement, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, vu. c'est ça. De manière digitale, on a tout dit. Puisqu'on s'est vu ensemble, on s'est réunis en équipe récemment. Ah oui. Bon, allez, ceci étant dit, vous n'avez même pas fixé rendez-vous aux auditeurs. Vous étiez dans un coin en Belgique, vous auriez pu dire, tiens, venez nous rejoindre. C'est prévu. Ah, c'est bientôt prévu. Mais c'est trop tard, vous n'y êtes plus. Hein, vous n'êtes plus à cet endroit. Non, mais auditeur français, et je fais un petit coucou à Sébastien au passage. Sébastien... le barbu ou pas le barbu? Pas le barbu. D'accord. Le moins barbu. Sébastien qui est belge mais qui vit en France, et on s'est dit qu'on allait, amis de région parisienne, on vous donnera rendez-vous un jour en soirée dans un lieu à Paris pour se voir et faire connaissance. Voilà. Ça fait peur, un lit comme ça. La tour d'argent, si vous avez les moyens. Oui, ça a l'air d'être une proposition indécente, presque la façon dont c'est un peu bizarre, mais c'est très bizarre. Bon, bref, ceci étant dit, ça fait déjà 2 minutes qu'on est là. Il serait temps d'attaquer peut-être la première partie du bloc-notes. Bloc-notes, vous le savez, ce sont quelques news que j'ai grappillées ça et là et que je soumets à la sagacité de mes petits camarades. On en avait parlé la première fois en janvier 2021 dans notre épisode 289 et une seconde fois en juin 2023 dans l'épisode 405. J'ai été dans les archives, qu'est-ce que vous voulez. Il aura donc fallu attendre cet épisode 467 pour annoncer le lancement du premier satellite en bois du monde, appelé Lignosat, à bord de la fusée SpaceX dans le cadre d'une mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Le satellite en bois de 10 cm de côté a été développé par des chercheurs japonais pour tester la résistance et la durabilité du bois dans l'espace. L'objectif est de limiter l'impact environnemental dans la rentrée lors de la rentrée atmosphérique à la fin de vie du satellite. Je vais y arriver. Le bois se consumant sans générer, vous le savez, de particules métalliques habituelles rejetées par les satellites. Les satellites non métalliques devraient se généraliser à l'avenir, selon un expert japonais. Aurélien, tu voulais rajouter un truc là-dessus ou pas ? Oui, j'étais très surpris quand j'ai regardé l'article qu'on vous partage. En fait, je ne pensais pas qu'un satellite pouvait ressembler à un petit cube en bois de 10 cm de côté. Ouais. Et si j'ai bien lu l'article, ils disent que c'est pour ravitailler l'ISS ? Non, c'est dans le cadre d'un ravitaillement de l'ISS, ils profitent du voyage pour faire ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça me faisait penser à une petite boîte à bijoux. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose là-haut. En fait, c'est le format c'est le même format que les microsatellites qui sont envoyés dans l'espace par des universités, par exemple. Les universitaires travaillent sur des concepts d'instruments de mesure, etc. Et quand ils ont un peu de chance, ils ont la possibilité d'envoyer leur satellite dans l'espace et ils profitent d'une navette pas d'une navette, mais d'un voyage, on va dire, vers l'ISS pour emporter le bidule. Voilà. Ah, c'est le form factor standard de satellite. J'apprends des trucs. Non, c'est pas standard. C'est pas standard. Oui, non, mais... C'est comme les colis, hein. Tu vois les colis. T'as le format enveloppe, A4, voilà, et là c'est le format. Mais en tous les cas, c'est très bien. Je souligne, et puis je trouve que voilà, on fait des choses qui... Il y a même un paquet de frites qui a été envoyé dans l'espace. Voilà. C'est une brève.
Ouais, on va pas non plus, faut pas y aller. Voilà, c'est. Le gouvernement américain envisage sérieusement une fusion entre Intel et AMD pour sauver l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Intel connaît de lourdes pertes, vous le savez, lourdes pertes financières, et fait face à une concurrence féroce, notamment de la part de TSMC, Samsung, AMD, Qualcomm ou encore Apple. Le CHIPS Act, une loi américaine visant à renforcer l'industrie des semi-conducteurs, pourrait aider Intel, mais ne serait pas suffisant pour redresser durablement l'entreprise. La fusion avec AMD est l'une des options les plus sérieusement envisagées, permettant de créer un géant capable de rivaliser avec les leaders asiatiques. La production de semi-conducteurs est devenue un enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis, illustré par une commande importante du département de la Défense à Intel. Ça va peut-être un petit peu les aider. Un truc à rajouter? Ah, je vois un doigt se lever, c'est celui d'Aurélien. Je viens d'avoir une idée, je vais appeler de ce pas le gouvernement français. Peut-être qu'il serait peut-être une bonne idée de rassembler Renault et PSA pour les mêmes raisons. PSA n'existe plus. Hein. Enfin, Stellantis, pardon. Renault et Stellantis pour les mêmes raisons. C'est ça. Ouais, peut-être en situation de monopole, du coup. Il faudra analyser cette Oui, mais idée, par rapport à ce qui arrive de l'autre côté... C'est pas faux. On est d'accord, c'est pas faux. La justice française, tiens, on en parle. La justice française a ordonné le blocage de 28 sites de téléchargement illégal, ce qui représente un coup dur pour porter au piratage en France. Parmi les plus visés, on trouve Zone Téléchargement, Binged ou encore Blue Series. Le tribunal a donné 15 jours aux principaux fournisseurs d'accès Internet pour appliquer cette mesure temporaire de 18 mois. Les ayants droit espèrent que cette action réduira le trafic vers ces sites illégaux et encouragera l'utilisation de plateformes de streaming légales. Cependant, certains internautes pensent que le contournement de ces blocages sera facile, remettant en question l'efficacité à long terme de cette décision. Aurélien, là aussi, tu avais un truc à rajouter, décidément, t'es bavard. Oui, j'ai lu l'article. Bah, vous allez juste en dessous de l'article, il y a des commentaires et il y a 3 lettres DNS. Bon, tout est dit. Effectivement. C'est pas tout à fait faux. Ceci étant dit, voilà, il y a de véritables enjeux de ce côté-là, des enjeux économiques, j'entends. Et, oui, mais voilà. il faut défendre les droits de tous des gens qui créent des choses, mais le problème est toujours le même. Et puis, c'est vrai, c'est très compliqué à contourner. C'est très compliqué, voire quasi impossible. Non, oui. À interdire. À contourner, c'est très facile. À contourner, c'est très facile, mais à interdire, ça peut être facile aussi. Mais à un moment donné, on va s'attaquer aux clients. Hein. C'est comme dans tout, plutôt que de s'attaquer aux distributeurs. Donc voilà. On va passer à la suite, si vous voulez bien. Allez. Pourquoi le Bitcoin a atteint un nouveau sommet suite à la réélection de Trump? On cache tout, moi, ici. Xavier. Non, Aurélien. Alors, non, c'est Xavier. Non, moi, je Alors, on va pas faire de politique, mais on va quand même parler de l'impact de l'élection de Trump qui a été annoncée aujourd'hui. Et donc, le Bitcoin a en effet franchi un nouveau sommet. On est mercredi. Je le dis au passage. Voilà, il vient de passer la barre. Alors, j'ai le compteur sous les yeux. À l'instant, il a passé les 75 700 $ au moment où je vous parle. Et en fait, cet envolé, puisqu'on parle de 9% d'augmentation rien qu'aujourd'hui, cet envolé est largement attribué à la victoire de Donald Trump dans l'élection américaine. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle est perçue très favorable pour le secteur des crypto-monnaies. En fait, il faut savoir que après avoir très longtemps dénigré le Bitcoin, il avait même affirmé que le Bitcoin était une arnaque à un moment. Trump a un petit peu viré de bord et a mis en avant une politique qui est plutôt pro-crypto-monnaie. On l'a vu d'ailleurs renforcer ses liens avec Elon Musk sur le sujet, Elon Musk qui est évidemment aussi un fervent admirateur des cryptos, et il a promis de faire des États-Unis une superpuissance du Bitcoin. En gros, pour y arriver, il pourrait très bien revoir la réglementation sur les cryptos et donc alléger fortement
les contraintes pour pouvoir en acquérir ou en revendre. Il pourrait remplacer le président de l'organisme fédéral américain de la réglementation et du contrôle des marchés, la SEC, par un régulateur qui serait plus favorable aux cryptos. Mais on parle aussi et il l'a dit lui-même, de renforcer ses liens avec Elon Musk, à qui il pourrait même donner un rôle en fait dans l'administration. Et il a également lancé sa plateforme de crypto qui s'appelle le World Liberty Financial. Et donc toutes ces positions ont en fait suscité l'enthousiasme des investisseurs de manière plus ou moins attendue, puisqu'en fait, au plus les sondages étaient favorables à Trump, au plus on a vu cette tendance à la hausse se confirmer. Parce que on estime que cet assouplissement réglementaire va engendrer une adoption accrue des actifs numériques. Alors donc cette victoire de Trump, c'est vraiment une anticipation de la part du marché d'une adoption plus large et une intégration de ce type de crypto-monnaie, hein, donc de ce système financier qui est un peu différent du système traditionnel, et donc ça a un impact direct sur le Bitcoin. Et donc ce que ça montre aussi, c'est quand même la volatilité du marché et la sensibilité du marché des cryptos face aux événements politiques majeurs. Donc on voit que c'est... Alors, pour moi, on peut plus vraiment parler d'une bulle parce que ça fait quand même des années et il y a réellement quelque chose qui s'est dessiné avec les cryptos, mais c'est sûr que ça reste encore très volatile et influençable par différents événements publics ou politiques, ou même vraiment anodins comme des gags ou un tweet d'Elon Musk. Oui. C'est ce qu'il avait fait avec le Dogecoin, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc il avait clairement influencé le marché de manière très très volontaire, et voilà. Là maintenant il va pouvoir le faire tranquille, hein, sans avoir de soucis à se faire d'un point de vue légal. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut maintenant. C'est comme ça maintenant. Tu as un truc à rajouter, Aurélien? Je le vois dubitatif. Je pense que non. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je n'ai pas fêté. Enfin, je ne suis pas propriétaire de millions de bitcoins, donc ça ne m'a pas impacté. Mais non plus. Bah voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Retour en France pour parler d'un rapport sénatorial sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Faut-il de l'IA à l'école? C'est ça la question, Aurélien. Une question à laquelle tu vas répondre, bien sûr. Je vais apporter des éléments, je ne vais pas y répondre. Voilà. Oui, parce que dans la presse, cette semaine, j'ai vu plein d'articles sur l'IA qui précipiterait la perte de l'homme, enfin des trucs, mais je fais mon coup de gueule à Sébastien, tiens, maintenant. Et du coup, je suis tombé sur un article bien plus sérieux d'un rapport sénatorial qui a été publié le 30 octobre sur un sujet qui m'intéresse beaucoup plus, qui est faut-il de l'IA à l'école et comment s'en servir? Et vous le savez, je milite, j'en ai déjà parlé dans les technos pour l'apprentissage, enfin le retour de l'apprentissage des technologies et de la sensibilisation à la technologie dès le plus jeune âge dans les écoles et au collège. Et voilà, l'IA, c'est quand même... on peut pas passer à côté aujourd'hui, et je trouve que voilà, sensibiliser les enseignants et les étudiants, ou les lycéens, ou les collégiens, vous ferez le parallèle avec l'éducation belge vous-même, oui. Ça me paraît hyper important. Donc, les deux sénateurs, Christian Bruyen, sénateur de la Marne, et Bernard Fialer, sénateur du Rhône, cherchent à montrer que l'IA est un bon outil s'il est accessible et s'il est bien encadré. Alors justement, on va voir un petit peu dans quel cadre les enseignants tireraient profit de l'IA devant des élèves. Et on va parler essentiellement de école primaire, collège, lycée. Donc, grosso modo, avant les études supérieures, avant 18 ans. D'accord. Alors, première chose, ça permet aux enseignants qui l'utiliseraient de personnaliser les cours aux élèves.
si vous avez une classe très hétérogène, vous avez des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Et donc, on parle d'apprentissage adaptatif. Et par exemple, l'intelligence artificielle peut vous permettre d'adapter les niveaux des exercices à vos élèves. Si vous avez vous mettez des exercices très faciles à des élèves qui ont beaucoup de facilité, ils sont démotivés. Et puis pareil, si vous mettez des exercices très difficiles à des élèves qui ont beaucoup de difficultés. Donc, il y a déjà des startups, une startup française qui s'appelle Evidence B, qui a mis en place un logiciel qui s'appelle MIA pour les secondes, qui fait de la remédiation en français et en maths, et qui est basé sur ce système-là, et qui donc adapte les exercices aux différents élèves. Deuxième point, l'IA peut permettre de libérer du temps pour les enseignants et de limiter, ou en tous les cas de réduire le temps que l'enseignant va passer à faire des recherches documentaires ou à rassembler un certain nombre de photos, de graphiques, de vidéos sur un thème. Et on peut déjà trouver des logiciels qui ont du contenu pédagogique. Alors, il y a deux, dans l'article, là, il parle de Knowledge IA et de RedManta. Je n'ai pas été voir ce que c'était, mais ce sont a priori des systèmes qui permettent de, sur un thème, vous apporter déjà un certain nombre, en complément des manuels, voilà, un certain nombre d'éléments. Troisième point, et non des moindres, ChatGPT. Alors, ils disent que ChatGPT, c'est un coach numérique pour les élèves et pour leurs devoirs. Alors, on a tous entendu le principe de un élève a une rédaction à faire, il tape un prompt sur ChatGPT et hop, il rédige rien, et il réfléchit pas, il n'a pas d'imagination, machin. Bon, oui, ça arrive. Mais ça peut aussi permettre, imaginez un concept physique ou mathématique, l'IA générative peut réexpliquer, vous pouvez poser la question, qu'est-ce que, je sais pas moi, la factorisation en mathématiques. L'IA peut trouver différentes manières de vous expliquer une même notion et peut-être, comme ça, faciliter la compréhension ou faciliter une autre compréhension par rapport à ce qu'un enseignant pourrait faire. Il y a aussi tout le volet, quatrième point, sur les élèves en situation de handicap. Et l'IA, pour eux, peut permettre aux personnes atteintes d'un handicap auditif ou visuel d'adapter des contenus directement en live avec de la langue des signes, de la vocalisation, un tas de choses qui font que voilà, ça peut aider. Alors je terminerai juste en disant que 90% des élèves de seconde au lycée utilisent déjà l'IA. À mon avis, c'est le cas dont on parlait avant, oui. Pour générer du texte. Pour gagner du temps, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'ils le voient, mais je suis. Oui, voilà, c'est pas je bon. pense qu'il. Voilà, c'est pas ce qu'il faut. Par contre, si on regarde le pourcentage de l'IA générative par les enseignants, c'est infime par rapport aux 88%. Oui. Dans l'enseignement supérieur, donc post-bac, 55% les utilisent de manière occasionnelle et après 50% des enseignants sont peut-être plus sensibilisés et savent s'en servir, mais ne l'utilisent pas de façon ils savent ce que c'est, mais ils ne l'utilisent pas dans l'enseignement. En tous les cas, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, notamment pour faire un langage qui s'appelle OpenLLM France, qui est de l'IA générative, et le fameux rêve de tout le monde, l'IA générative souverain. Il y a déjà des expérimentations qui sont faites, et il y a des académies qui, dès 2024, s'en servent, mais a priori, OpenLLM France va être mis réellement à disposition de tous les élèves dès la rentrée 2025. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui sont curieux s'en sont servis peut-être à des mauvais usages, mais moi je pense que c'est un outil formidable qu'il faut vraiment le voir essayer de pousser auprès des enseignants et notamment au niveau de la formation des enseignants. Donc, bah oui, c'est ça, parce que c'est toujours un peu délicat. On a vu ça avec l'informatique. L'informatique allait arriver dans les classes d'école et il y avait
pas un prof qui était capable de s'en servir correctement, parce que pas formé, parce que peut-être prof sur Mac et ordinateur sur Windows à l'école, enfin voilà, plein de mauvaises raisons. Ça n'a pas, on peut pas dire que ça ait fonctionné très très bien. Donc on voit encore qu'aujourd'hui il y a des carences sur la manière dont les gens se servent d'un ordinateur dans le milieu professionnel, parce que finalement l'ordinateur c'est là où on s'en sert aujourd'hui. C'est de moins en moins pour les loisirs. Pour ça il y a d'autres trucs, le smartphone, les tablettes, etc. Mais l'ordinateur tel que je vois de temps en temps des gens de moins de 30 ans se servir de leur ordinateur, je me dis mais on est passé à côté de quelque chose de fondamental. Voilà. Donc plutôt positif ton avis sur la question. Oui, c'est bien. Mais par contre, voilà, il faut en entendre voir là maintenant. Il faut que ça bouge. Ça c'est clair. Xavier, un mot à dire et puis après on passe à la suite. Oui, un petit retour d'expérience et juste une remarque. Donc, mon fils a récemment eu un exercice par un prof justement qui les avait invités à envisager un projet technologique. Premier réflexe de mon fils qui travaille avec un copain, c'est d'aller voir des idées sur ChatGPT. Et en fait, en est sorti des choses plutôt positives parce que ChatGPT leur a proposé des choses qu'il ne maîtrisait pas encore. Et du coup, mon fils a dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce que ça représente ? Et en fait, il a appris tout un tas de choses grâce à l'IA et il s'est intéressé à des domaines qu'il ne connaissait pas. Donc c'est un premier retour. Pour moi, il y a quand même des choses positives à en retirer. Et alors la deuxième chose, c'est par rapport aux enseignants. Moi, je pense que aujourd'hui, certains professeurs ont tort de vouloir empêcher l'utilisation de l'IA parce que de toute façon, elle est là. On peut plus rien y faire. Maintenant, c'est un outil qui est disponible. Tout le monde va l'utiliser ou en tout cas beaucoup de monde. Et donc, à mes yeux, ce qu'il faut plutôt faire, c'est repenser sa façon d'interroger les élèves pour vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'ils expliquent ou qu'ils cernent tous les enjeux du débat qu'ils mènent sur papier, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut empêcher. Il faut juste repenser la manière d'interroger. Comme on l'avait déjà dit, l'éducation aux outils, aux médias, de manière générale, mais à ces outils en particulier, c'est fondamental. Pas oublier que ça délire quand même encore pas mal. Hein. Le stagiaire est un petit peu moins bourré, mais il continue à dire des conneries de temps en temps quand même. Il faut pas. Donc se baser dessus en disant c'est la Bible, ça a valeur de. Il faut quand même un petit peu s'en méfier. Il faut douter. Ça, et c'est peut-être la première chose qu'il faut apprendre, c'est apprendre à douter. Et doutons. Xavier, tu vas reprendre la parole pour parler de Corning. Je ne connais pas Corning. C'est un fabricant de matériaux pour écran et il est question de concurrence déloyale, justement, dans le domaine des écrans, Xavier. Tout à fait. On entend souvent parler de concurrence déloyale dans tout ce qui est puces électroniques, technologie de pointe, etc. Et en fait, ici, c'est une technologie de pointe qui est fabriquée par Corning, qui est un fabricant qui fabrique des matériaux pour des protections en verre. Alors, tout le monde connaît le fameux Gorilla Glass qui est utilisé dans nombreux smartphones, hein, qui est une espèce de protection pour le verre de son smartphone qui le rend vraiment très très solide. Et la Commission européenne soupçonne l'entreprise d'un abus de position dominante, notamment parce qu'elle aurait mis en place des accords d'exclusivité avec plusieurs fabricants de smartphones, des entreprises qui sont spécialisées dans le traitement du verre brut, et tout ça pour limiter la concurrence. Alors, quelques exemples, c'est ils ont fait en sorte, par exemple, que les sociétés qui font appel à eux et des rabais qui sont conditionnels pour les constructeurs, s'ils respectent les obligations d'exclusivité, eh bien ça peut leur permettre d'avoir des réductions. Et donc s'ils ne respectent pas ça, ben forcément ils auront moins de réductions et donc ça les détourne, ça les empêche de se détourner vers des concurrents. Il y a des obligations d'approvisionnement exclusif qui ont été mises en place aussi. Donc il y a des fabricants qui étaient contraints de s'approvisionner uniquement chez eux, sinon ils ne pouvaient plus commander chez eux par la suite. Donc c'est toutes des clauses comme ça qui sont punissables, pour lesquelles évidemment la société a réagi par rapport à la Commission européenne en disant qu'ils allaient tout faire pour respecter tout ça et que d'après eux ça n'était pas le cas. Mais de nouveau, moi je pense que ces démarches sont assez intéressantes parce qu'au final ça profite à qui? C'est aux consommateurs, puisque si la concurrence est libre, ben, les prix diminuent,
la technologie évolue plus rapidement également, puisque il y a deux façons de se différencier quand on fait un produit. C'est évidemment en fabriquant moins cher, en fabriquant mieux, ou en innovant. Et donc ça fait 3 choses plutôt que 2, mais voilà, donc c'est une bonne chose d'après moi. 1, 2, 3. C'est ça. Aurélien, un avis sur la question ou pas du tout? Oui, non, mais je n'avais pas vu la news, mais j'ai été à une époque très client des téléphones durcis. Et c'est vrai que vu le prix de ces téléphones durcis, on peut se dire que les glaces qui les équipent, voilà, sont cibles durcies du coup. Donc, on rappelle le principe. Leur ordinateur, enfin tout ce qui est matériel durci, c'est du matériel qui est supposé être beaucoup plus solide, robuste, supposément, et pour des usages qui sont de type, par exemple, sur un chantier, ou de type militaire, ou le sport, enfin partout où il y a un risque de casse. Et souvent, voilà, les écrans de ces smartphones, par exemple, je ne citerai pas de marque, mais voilà, sont réputés incassables. Oui. Bon, je pourrais vous montrer des exemples. Oui. Et difficilement griffable aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a différentes nuances sur le cassable. Voilà, voilà. Bon, nous voilà avertis une fois de plus. Merci Xavier. On passe, si vous voulez bien, à la deuxième partie du bloc-notes. Parce que il y a des choses à dire dans le bloc-notes, effectivement. Il y a plusieurs news, et donc voici la suite. Apple a acquis l'entreprise Pixelmator, spécialiste des applications d'édition graphique comme Pixelmator pour iOS, Pixelmator Pro et Photomator. Pixelmator a été fondé en 2007 en Lituanie et s'est toujours fortement appuyé sur les technologies d'Apple. On ignore pour le moment si Apple va laisser vivre les 3 applications Pixelmator de manière autonome ou les intégrer dans ses propres logiciels. Les utilisateurs de l'application, dont je fais partie, je peux l'avouer, Pixelmator, donc risque de se sentir orphelin si le nouveau propriétaire décidait de les retirer. Je tiens à préciser, c'est une application qui est très performante, très pratique, et qui vaut largement, pour en tout cas l'usage que l'on fait dans le domaine de la création, du web, etc., ça vaut largement Photoshop. Je le dis sans j'ai aucune action, c'est dommage d'ailleurs, dans Pixelmator. Oui, mais tu l'aimes à tort. Mais j'espère qu'ils vont garder tel quel, ou alors qu'ils vont faire une intégration intelligente du truc, parce que ça marche vraiment bien, ça vaut vraiment le coup. Je vous le dis comme ça, en passant, je pense qu'il y a encore une version gratuite, me semble-t-il, mais j'ai peur de dire une bêtise. Microsoft envisage de renommer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle de Copilot sous le label Windows Intelligence, rappelant la stratégie d'Apple avec Apple Intelligence. Bien que cette approche vise à mieux intégrer l'IA dans Windows, elle fait face à des critiques, évidemment. Certains observateurs la voyant comme une tentative de copier Apple. Les dernières mises à jour de Copilot ont suscité des réactions mitigées, avec des fonctionnalités controversées, on en avait parlé d'ailleurs, comme Recall, qui a été reporté en raison des préoccupations sur la confidentialité et la sécurité. Microsoft a fait face à un positionnement délicat face à ses concurrents comme Apple justement ou encore Google dans l'adoption massive des technologies d'intelligence artificielle. D'un point de vue pratique, moi la question que je me pose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'ils vont nous envoyer un petit autocollant à coller sur les tout nouveaux claviers qui viennent de sortir et sur lesquels il y a une touche copilote pour mettre autre chose dessus, parce que avec un WI par exemple, qui ne veut rien dire, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce serait quand même un geste commercial intéressant. Une radio publique polonaise, Off Radio Krakow, a lancé une expérimentation impliquant des animateurs générés par intelligence artificielle. Tout n'a pas fonctionné comme prévu, si toutefois les dirigeants de cette radio avaient prévu quoi que ce soit. L'initiative a provoqué une vive polémique. Les animateurs IA ont notamment mené des entretiens fictifs avec des personnalités polonaises décédées.
Les critiques ont évidemment pas tardé. La radio a finalement mis fin prématurément à cette expérimentation face à la réaction négative du public. La radio a justifié la mise en place de ce projet en déclarant qu'il s'agissait d'une expérimentation visant à explorer si l'IA était une aubaine ou une menace pour les médias, la radio ou encore le journalisme. L'objectif était de répondre à des questions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le secteur médiatique. Cependant, cette justification a été critiquée pour son amateurisme, notamment en raison de l'absence de données et de méthodologie claire. Ça démontre la nécessité de réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias en Pologne et partout ailleurs. Ça démontre aussi sans doute l'importance d'avoir dans les médias des équipes douées d'intelligence naturelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite... Là, ils ont tout donné sur le début. C'est lamentable. On a tout donné dans le premier bloc-notes, là on est fatigué. Bah oui, je vois ça, je vous ai épuisé. Non, mais et j'en suis désolé. Je sais pas, et ils avaient des auditeurs? Non, ils n'avaient pas d'auditeurs. Donc... Bah si, ils avaient des auditeurs, ils ont des auditeurs, c'est une radio, c'est une radio publique, donc ils ont des auditeurs, oui, j'imagine. Si demain France Inter s'amuse à faire ça, on va rigoler. Hein. Ben, c'est ce que les Polonais ont fait. Voilà. C'est chaud. Ah bah oui, c'est chaud, évidemment que c'est chaud. Si vous avez une opinion de votre côté, n'hésitez pas à la partager avec nous via les commentaires, évidemment, sur notre site lestechno.be, via, j'allais dire les réseaux sociaux, mais on n'est plus trop sur les réseaux sociaux, parce par contre, on a une jolie infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner, et vous pouvez même commenter les différentes publications. Il y en a une par semaine, donc pas de spam dans votre boîte aux lettres, et dedans, on partage avec vous l'ensemble de notre veille technologique hebdomadaire. Donc, vous voilà avertis, allez-y, go, maintenant, allez vous abonner. Pendant ce temps-là, nous, on fait un petit sujet. Bien qu'il n'y ait pas de petits sujets. Xavier, on va parler d'un truc, alors je le dis tout de go, comme ça c'est fait, ça existe déjà chez Apple depuis un certain temps, c'est si vous n'avez pas de webcam, vous pouvez vous servir de votre smartphone. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà. C'est bien de le savoir que ça existe aussi dans le monde Windows. C'est une brève. C'est une brève. Ça existait déjà via des applications tierces, mais maintenant, on va pouvoir effectivement de manière native utiliser une webcam, plutôt comme webcam son smartphone. Alors, le petit bémol, c'est qu'il va falloir passer par du Bluetooth. Bon, moi, j'espérais qu'on puisse le faire également en Wi-Fi, mais donc pour simplement pouvoir activer cette fonctionnalité, on va simplement mettre à jour son Windows, on va aller sur le Microsoft Store, on va installer une application qui s'appelle Hôte d'expérience interappareil. Il faut nécessairement que le Windows et le smartphone disposent du compte Microsoft identique, et alors on va pouvoir sélectionner comme webcam en fait tout simplement son smartphone, mais ça montre quand même une petite évolution, et le fait que les vidéoconférences prennent de l'essor. Aujourd'hui, on a encore des gens qui ont un vieil ordinateur ou qui n'ont pas de webcam ou d'une qualité très médiocre, sachant que les capteurs des smartphones maintenant sont de plus en plus performants, la qualité d'image est vraiment s'améliore tout le temps. Ben, voilà, c'est un outil qui est appréciable, qui est bienvenu d'après moi. Moi, ce que je trouve appréciable dans cette histoire, et après je passerai la parole à Aurélien, c'est que pour faire des réunions, étant donné que ta webcam c'est ton smartphone, au moins les gens qui sont en réunion ne sont pas sur leur smartphone pendant la réunion. Puisque voilà, on a eu l'expérience la semaine dernière, Sébastien, le pas barbu, enfin celui qui a 4 mm de barbe, utilise donc traditionnellement son smartphone comme webcam. Au moment où il a voulu répondre à regarder un message WhatsApp ou autre, on a perdu la connexion. Donc, comme quoi, c'est l'un ou l'autre. On peut pas faire les deux en même temps. Que voulais-tu dire, Aurélien ? Il existe aussi DroidCam pour ceux qui ont des téléphones Android qui marchent très bien. Oui, Wi-Fi, d'ailleurs. Bon. Bah voilà, en plus, donc c'est bien de le signaler aussi. Donc c'est pas neuf, mais c'est bien de le signaler, et voilà. Et puis en même temps, ça peut dépanner, hein, très honnêtement. Ça dépanne si vous voulez faire 2 points de vue, machin. C'est voilà, par exemple, ou si vous voulez enregistrer un podcast vidéo, ça existe aussi. Faire un dossier dans les technos. Par exemple, ça existe aussi. Auditeur, si vous...
c'est l'hiver qui approche, c'est bien, ça tombe au bon moment. Le CNRS invente un nouveau moyen de chauffage, Aurélien. C'est donc une information d'actualité, c'est très très bien. Oui, sauf que je vais te donner directement la conclusion, c'est que ça ne sera... Il y a encore 10 ans de recherche. Donc, merci, on va pouvoir se les peler un moment. Donc, non, mais je vais vous expliquer, parce que ça, c'est intéressant quand même, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Oui. Et donc, je vous ai mis dans les liens à la fois l'article qui vulgarise sans trop en dire, ce qui m'a un peu gêné, puisque j'étais obligé d'aller chercher la publi pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire dans l'article. Et donc, la publi, si vous n'êtes pas docteur en chimie, et encore, je ne suis même pas sûr, c'est ardu. C'est très ardu. Oui. Ouais. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris et on s'arrêtera là. Donc c'est l'ENS, École nationale supérieure Paris-Saclay, et le CNRS qui ont mis au point un système de chauffage solaire moléculaire destiné au chauffage des bâtiments. Alors, ils utilisent des molécules photochromiques. Alors, qu'est-ce que les molécules photochromiques ? C'est des molécules qui, lorsque vous les exposez aux UV, à la lumière, peuvent stocker de l'énergie que vous pouvez libérer quand vous voulez. Donc, c'est pas on vient chauffer les molécules, hein, c'est pas ça. On vient stocker les UV dans les molécules. D'accord. Les molécules, on les met ailleurs, dans une bouteille, je sais pas, par exemple. Enfin, ailleurs, en tous les cas, pas aux UV. Et lorsqu'on libère, on met ces molécules, on les active avec des sels métalliques ou des complexes métalliques, et ben on arrive à libérer la chaleur de ces molécules. Donc en fait, on arrive à stocker la chaleur de l'énergie, des molécules chimiques, ouais. Et on peut l'activer quand on a envie. C'est pas mal. C'est malin. On pourrait, je peux divaguer encore. On sait que tu peux divaguer. Hein. on pourrait avoir des grands réservoirs l'été, on les met au soleil et puis on les active que l'hiver. Ce serait pas. Je me chauffe. Attends, j'ai cherché ma bouteille. Hein, et voilà. Alors, vous savez que donc on parle de Molecular Solar Thermal MOST. Donc je vous ai dit, c'est encore de la recherche, hein, on n'est pas prêt d'avoir ça. Par contre, ça pourrait résoudre un tas de problèmes au niveau des panneaux solaires, parce que vous savez que les panneaux solaires sont certes posés sur les toits, mais malheureusement pour eux, assez sensibles aux variations de température, aux grosses chaleurs et au gros froid. Et avec ça, on perd du rendement. Plus ils sont stressés thermiquement été-hiver, plus moins ils sont efficaces. Et donc, l'idée, ça pourrait être d'essayer de stabiliser la température des panneaux dans l'année avec ces systèmes-là. Cette technologie-là. Donc voilà. Si vous êtes pointu, intéressé par l'aspect chimique, je vous renvoie vers l'article que je vous ai mis en lien. Je vous enjoins de me mettre un petit commentaire en m'expliquant clairement comment ça marche. Mais de manière synthétique, hein, parce que mais c'est très intéressant, c'est français et je pense que voilà, ça peut être un moyen en stockant de l'énergie sans avoir X transformation et donc perdre du rendement à chaque fois. C'est français, mais le papier est en anglais, hein, je le dis en passant, mais c'est comme ça. C'est scientifique. C'est souvent comme ça, voilà. Ah, je suis arrivé à la conclusion, mais c'est en scrollant, hein, j'ai pas lu. Oui. Je préfère le préciser, mais en tout cas, c'est passionnant, ce genre de recherche. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est sur du long terme, et pas sûr qu'on soit là dans 10 ans pour dire, dans les brèves, le bloc-notes, partie 4. Il paraît qu'on va fêter, avis aux auditeurs, on voudrait fêter les 10 ans du podcast, on va bien fêter les 20. Ça, on en discutera. Vous m'inviterez. Écoute, avec plaisir. Je serais peut-être avec une canne ou quoi, tu vois. Oui. On dira, c'est lui qui a créé. C'est lui le coupable. C'est le GOAT.
Ok, bon ben voilà. Merci beaucoup pour cette information. On peut passer à la suite ? On peut passer à la suite. Depuis le 1er novembre, les Belges peuvent choisir leur modem. Et ça peut intéresser les autres pays, la Suisse, la France, parce que je pense que c'est une première. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, hein, parce que c'est quand même, s'il y a des modems sur le marché, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui les utilise quelque part dans un certain pays. Mais en tout cas, pour la Belgique, c'est une petite révolution, parce que c'est un truc qui était un peu bloqué, cadenassé par les opérateurs Internet. Xavier. Oui, c'est une news qui m'a fait très plaisir, même si j'ai la chance d'être chez un opérateur où on peut déjà acheter son modem soi-même. Pour ne pas le citer, c'est EDPnet. Et en gros, ici, il y a quand même encore une évolution, c'est que depuis ce 1er novembre, l'IBPT, donc c'est l'Institut belge des services postaux et des télécoms, a voulu renforcer la concurrence et offrir plus de flexibilité aux utilisateurs. Jusqu'à présent, on était obligé d'utiliser le modem routeur fourni par le fournisseur d'accès. Et bien entendu, ce fournisseur d'accès mettait parfois des contraintes en termes de sécurité, en termes de possibilités également sur le réseau. On a parfois des modems qui sont très limités. Par exemple, pour le nombre d'appareils qui vont pouvoir s'y connecter, pour le choix des DNS, hein, on en parlait tantôt, mais les DNS ne servent pas qu'à pirater ou contourner un blocage pour pirater. Ça peut servir, par exemple, comme je le fais moi, à mettre en place son propre serveur DNS qui va filtrer de la publicité, par exemple, sur le réseau, ou bien du contenu pour adultes, ce genre de choses. Donc il y a vraiment tout un tas de raisons pour lesquelles on peut vouloir avoir son propre modem. On peut vouloir faire aussi un réseau invité un peu plus sécurisé que ce qu'on peut faire avec des appareils fournis par les fournisseurs d'accès. Et donc cette nouvelle permet maintenant de choisir son modem. Alors évidemment, il faut qu'il reste compatible avec le type de réseau, donc le type de réseau qui est fourni par le fournisseur d'accès. Hein, si on a une technologie genre SDSL, VDSL, fibre ou bien le câble, ce sont des modems qui vont être différents. Mais il y a quand même aussi des économies à la clé, puisque souvent les fournisseurs d'accès mettent ça en location ou bien le faisaient acheter à des prix assez élevés. Donc moi, ça fait bien longtemps que j'ai un petit modem. Je vais quand même citer la marque. On n'est pas payé pour ça, mais c'est Fritzbox qui va très très loin dans les possibilités de configuration de ces appareils, avec la possibilité de mettre des quotas pour les utilisateurs et les appareils qui y sont connectés, etc. Donc c'est à mes yeux une très bonne chose qu'on puisse enfin être libre de ce qu'on fait avec son appareil qu'on a acheté ou qu'on loue, qu'on louait maintenant jusqu'à maintenant. Une partie de ton propos, c'était un peu sourd et le son était un peu biscornu. Hein. J'ai vu Aurélien faire une petite grimace. On a tout compris, par contre, on a tout entendu, mais voilà, c'était un peu, je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, on a perdu un peu le son. Ça doit être, je sais pas, mon opérateur. C'est mon fournisseur d'accès qui voulait pas que je fasse la promotion de cette news. Peut-être, oui, effectivement. Effectivement, mais ça peut changer. Alors après, je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose que les gens qui sont un peu tech vont faire peut-être, mais Monsieur et Madame tout le monde ne va pas commencer à s'amuser déjà s'ils ont une configuration qui fonctionne, ils sont déjà tout contents. Donc ils vont pas prendre le risque et perdre du temps entre guillemets à configurer un routeur, même si certaines marques sont très faciles à configurer, etc. Malgré tout, c'est aussi lié à l'usage de la télévision, hein, puisque la télévision passe par là aussi. Est-ce que ça va fonctionner correctement, etc. Enfin voilà. Mais maintenant on peut le faire. Et c'est ça. Maintenant on va pouvoir le faire. Avant on ne pouvait pas le faire dans certains cas. Donc. Il y avait eu chez l'opérateur Proximus par exemple, à un moment donné, il y avait un modèle ou deux modèles de chez Fritz, puisque tu as fait c'était la marque, qui avait été, je pense, admis ou toléré entre guillemets. Ça n'a pas duré, je pense, toléré. Donc il y avait aucun support, hein, parce que voilà, c'est plus leur problème à ce moment-là, et ça, c'est le risque aussi. Donc voilà, ce qui va peut-être intéresser effectivement
effectivement ceux qui veulent, par exemple, passer à du Wi-Fi 6, ce que certes la plupart des modems actuellement accessibles, c'est encore du Wi-Fi 5, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est donc avoir peut-être plus de ports, peut-être plus de ceci, des facilités aussi de segmenter son réseau pour les enfants, de la bande passante de tel jour, ou de telle heure à telle heure, etc. Des appareils qui prennent en compte la téléphonie sur IP, par exemple. Il y a plein de raisons. Ouais. Il y a plein de raisons pour utiliser un outil un peu plus costaud, entre guillemets, que ce qui est fourni de manière standard. Voilà. Ceci étant dit, ils te feront toujours payer l'accès, il faudra toujours le payer, le modem. Hein, donc ça, c'est un autre problème. À voir dans l'avenir comment ça va se passer. Évidemment, dites les petits amis, je vais vous laisser aller faire dodo. Parce qu'on a un rendez-vous, avec Thierry, et donc on va se dire qu'on va se dire rendez-vous bientôt avec vous deux dans un autre épisode, sauf si vous avez un truc à rajouter avant qu'on ne passe à la deuxième partie de la rencontre avec un auditeur, Aurélien. Non, mais moi je vais pardon. C'est Xavier, pardon. Non, mais Xavier. Moi, je vais juste en profiter pour saluer Thierry et on va écouter sa petite news en off. Voilà. Une petite news, 16 minutes. Aurélien, tu voulais rajouter un truc ? Mais on se retrouve encore pour au moins un épisode avant Noël. Et ça se passe et puis après, rendez-vous à Paris. Merci Xavier et merci Marc. Et bientôt à Paris. Hein, à très bientôt. Salut. À bientôt. C'est à bord de Yoko, le van aménagé de Thierry, qu'on va retrouver notre auditeur, œnologue et technophile. On le retrouve tout de suite. On les retrouve tous les deux tout de suite dans Yoko, le van de Thierry. Et oui, Marc, il y a toujours du bruit autour de moi. J'ai beau fermer les portes de Yoko à double tour. On est toujours dans les paddocks du circuit du Val de Vienne. Ça a commencé sous la pluie et ça s'est calmé comme par hasard. Ça sonnait l'arrivée de François qui est, comme je vous le disais dans le précédent épisode, un fervent auditeur des technos. Il se devait de venir nous rencontrer pour parler de technologie, mais surtout de vin et de technologie. François, si tu avais l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi ? Bonjour Thierry, je suis François Quentin, originaire du Bordelais et de Saint-Émilion en particulier. Après des années où j'ai étudié l'œnologie et la viticulture à la faculté de Bordeaux, j'ai eu mon propre domaine que j'ai développé pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je suis œnologue conseiller dans les chais, mais dans les vignes aussi. Je conseille des exploitations. Et j'organise aussi des dégustations et des séminaires pour les professionnels et les particuliers dans le Bordelais. Comment toi tu vois l'innovation qui a aussi vu le jour du côté du consommateur? Là, je pense à la French Tech que je rencontre chaque année au CES, qui vient en prompt renfort. Et il y a comme ça deux, trois choses un peu particulières qui ont vu le jour, comme un appareil qui pouvait dispenser le vin avec un robot. Alors, c'était dans des pipettes. C'est difficile, hein, je vous parle sans les images, puisqu'on est enregistré du son. Mais il y avait aussi, ça nous avait marqué, mes collègues et moi, cet aérateur de vin à veine. Voilà, je me souviens de ce nom parce que c'était assez fou, où on pouvait régler effectivement le temps que le vin aurait dû être chambré, mais où cet exercice, enfin cette étape se faisait en live au moment où on l'utilisait comme bec verseur. Est-ce que ça, c'est des choses que tu vois comme étant des suites aussi logiques, que ça se fasse du côté du consommateur, ou au contraire, tu as l'impression que les métiers du vin voient ça peut-être en rigolant ou d'un mauvais œil? Oui, je pense qu'il y a la coexistence entre plusieurs publics, parce qu'il y a des publics justement qui peuvent être technophiles et qui veulent le vin servi dans les conditions censées être parfaites. Et ça, c'est vrai que je l'ai vu, je donne des cours et des dégustations pour des séminaires. Et j'ai travaillé au sein
d'un hôtel 5 étoiles où on m'avait prêté une machine justement qui permettait avec des tubes à essai d'avoir une grande variété de crus, étant donné que dans un hôtel il n'y a pas forcément la demande pour beaucoup de bouteilles, on serait obligé d'avoir des stocks énormes et difficiles à gérer, et cette machine permet d'avoir un grand nombre d'appellations et de crus, et d'avoir une petite quantité, d'avoir 1 ou 2 verres, et la machine, un peu comme une machine à café, gère l'aération, la température et sert ça. Ce que j'ai pu constater en revanche, c'est que quand on sert, on sert le verre comme ça, mais il y a tout un côté qu'attend le consommateur qui s'en va. La magie du moment. Oui, la bouteille qui est arrivée à table, ou le bruit du bouchon, tout ça, c'est vrai que ça fait partie de l'art de vivre à la française qui passe un peu à côté. Mais c'est pas pour autant que ça peut ne pas exister. Il y en a pour tous les publics. C'est intéressant. Et de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des IA, notamment il y a plusieurs sociétés. Il y a une société qui s'appelle Vinotrip, qui permet de personnaliser son voyage œnologique avec une IA selon ses goûts, si on veut aller plus visiter des déchets, plus un type d'expérience. Alors c'est le début, mais il y a une place pour ça aussi. Comment tu vois les applications pour cataloguer, répertorier, stocker effectivement ces découvertes de vin? Je sais que c'est pas tout à fait la même app. Moi, je suis sur Untap pour les bières, mais il existe d'autres applications pour les vins. Ça, c'est perçu comment dans le monde du professionnel du vin? C'est-à-dire qu'il y a une grande dichotomie entre le monde de la production et le monde de la vente. Parce que le produire du vin, c'est un travail énorme. D'ailleurs, ça me choque toujours, je reprends toujours des personnes, quand j'entends ça, parler de petits vins. Il y a des vins qui sont conformes à leur appellation, mais même le plus petit des vins demande un travail incroyable. Oui. Et donc, étant donné que les viticulteurs et tous les opérateurs de la filière ont un travail énorme, souvent ils n'ont pas le temps de se pencher sur la suite, mais ils sont toujours ouverts et beaucoup plus qu'on ne le pense, ouverts aux nouvelles solutions. La seule chose, c'est qu'il faut avoir le temps. Et aujourd'hui, il y a les critères de production et les normes, la quantité de normes à respecter qui sont de plus en plus draconiennes, et c'est logique, mais ça devient dur d'avoir plus de temps. Donc oui, c'est compliqué d'avoir aujourd'hui une véritable appellation, une véritable application qui donne tous ces éléments pour apprécier. Parce que si je t'entends bien, il n'y a pas de petits ou de grands vins, il y a des bons vins et des mauvais vins, peut-être. C'est plutôt ça. Enfin, pas pour dénigrer les grands vins, parce que là, il y a toutes sortes de grands noms qui me viennent en tête. Mais voilà, comme tu le disais avant, la promesse, elle est obtenue, même pour un petit vin, parce que les critères ou ce qu'il est demandé de restituer sont là. Oui, il y a des vins pour toutes les occasions. Oui. Et puis, on parlait de la façon de le présenter ou de le servir. Je prends le pari sans risquer grand-chose, que si je te fais goûter un grand cru dans un verre en plastique et à une certaine température, et un petit vin dans un verre en cristal à la bonne température, tu risques d'inverser le résultat. On revient sur la magie de l'expérience. C'est clair et net qu'elle est importante. Aujourd'hui, alors, tu es à aider les professionnels du vin, à les conseiller, à les guider. Quels sont les principaux outils sur lesquels tu les sensibilises? Là, on va peut-être parler justement de ces outils technologiques, parce que
on l'aura compris, hein, Suisse-France, même combat, c'est un milieu très conservateur, très typé, mais t'es venu ici pour un petit peu secouer le cocotier et dire que ça peut avancer, ça peut évoluer. Quelles sont les choses sur lesquelles tu aimes sensibiliser justement ces professionnels du vin, en les aidant, en les conseillant? Oui, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les chais, parce que le vin avait les problèmes que l'on rencontrait dans le vin venaient surtout des chais, des problèmes de production, de fermentation, ensuite de conservation. Et ça, depuis les années 70, on a commencé à voir un peu l'ensemble des choses et on arrive à maîtriser quand même un petit peu. Et les gros progrès se font maintenant dans le vignoble. Alors, il y a des exigences de qualité, mais il y a aussi des exigences environnementales importantes. Donc aujourd'hui, les outils visent à surtout utiliser le moins de traitements possible, à aider les viticulteurs aussi dans la conversion en bio, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais beaucoup de domaines se sont convertis en bio. Et ce qui est assez savoureux, c'est qu'il y a pas mal de grands crus qui sont en bio, une partie, mais tu trouveras jamais sur l'étiquette et ils s'en vendent pas. C'est le comble, là où on aime le défendre des fois, à contrario. Ouais. Voilà, ils disent qu'ils respectent la nature. Donc, tous ces outils, notamment ce qu'on appelle sont des applications qu'on peut avoir sur son téléphone, des OAD, des aides à la décision. Ce sont des applications qui, avec les retours des stations météo, des réseaux de piégeage connectés ou non sur le vignoble, permettent aux viticulteurs de savoir s'il doit intervenir dans ses vignes, à quel moment, le moment optimal. Et alors jamais ces outils ne remplacent le fait d'aller surveiller ses parcelles et voir, parce que pour une simple question de topographie ou un bouquet d'arbres, un bosquet peut changer les choses. Mais ces outils permettent, oui, le conseil vise, c'est ça, à produire des raisins de mieux en mieux et surtout de mieux en mieux pour l'environnement. Parce qu'ensuite, c'est pareil, les analyses font qu'on retrouve les résidus éventuels de pesticides dans les vins, et ce qui n'est plus autorisé. Et un viticulteur peut se voir refuser l'appellation ou de vendre son vin parce qu'il ne respecte pas les normes en vigueur. Donc, ces conseils, c'est ça surtout. Et avec l'utilisation qui a été faite depuis les progrès de la pétrochimie, on a eu tendance évidemment à traiter beaucoup parce qu'on voulait produire beaucoup. Et on a développé des résistances comme pour les antibiotiques. Et donc qui à la longue ne sont plus efficaces, comme cette année qui chez nous a été catastrophique, notamment pour le mildiou. Il y a presque un tiers de la récolte qui a été perdu. Des phénomènes comme ça arrivait autrefois. Ils ont fait beaucoup de progrès et c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais en Espagne, à un moment où ils maîtrisaient un peu moins, quand ils avaient une année un peu pluvieuse, ils pouvaient perdre 40% de la récolte. Mais aujourd'hui, on a les moyens, nous, d'intervenir. On a les produits. Tous les moyens techniques, les hommes, mais en revanche, on perd quand même la récolte parce qu'on n'a plus de moyens. Donc, il y a des pistes qui sont vraiment vers le bio. Il y a un retour, justement, la technologie permet d'affiner les choses. On se retrouve avec beaucoup de propriétés qui font des tests, et plus que des tests d'agroforesterie. Moi, j'ai fait mes premières armes au Château Cheval Blanc à Saint-Émilion, chez qui je continue à passer, et eux développent beaucoup l'agroforesterie, c'est-à-dire des plantations d'arbres d'essence particulière dans les vignes pour favoriser les populations d'insectes qui vont manger les ravageurs. Tout ça avec des surveillances aussi, avec des pièges connectés et des capteurs. Donc cette technologie, elle aide aussi à
à ça. On arrive bientôt au terme de ce gros dossier qu'on a même découpé en deux tellement l'échange était passionnant. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est tu as sûrement un regard sur les autres pays, sur ce qui se fait dans les autres pays. Peut-être la première question que je pourrais poser, on a vu beaucoup de spécialistes, de stars du vin s'exiler en Californie, aider les Américains à faire du vin, sans aller jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Que penses-tu de ce qui se fait peut-être dans les autres pays d'Europe? Est-ce que tu as un regard là-dessus, justement, sur l'avènement de la technologie et l'évolution du vin et de sa production? Aujourd'hui, grâce justement à la technologie, le monde du vin, comme toutes les autres activités, ne sont pas cloisonnées. Et on sait très bien ce que font les petits copains de l'autre côté de la frontière. Donc aujourd'hui, il y a une adaptation et il y a de très bons vins d'ailleurs un peu partout en Europe. Dans le sud, c'était traditionnel, mais dans le nord de l'Europe, il y a des vins remarquables. Justement, en Suisse ou même en Allemagne, dans le Tyrol, on fait des vins excellents. Et aujourd'hui, justement, les différentes facultés sont en relation et travaillent de conserve et permettent que tous bénéficient un peu de ces il y a de l'échange au niveau du savoir-faire. Oui. Alors, souvent, ce sont des scientifiques qui échangent et cela dépend aussi du niveau de vie du pays parce que sont toujours pareil des technologies un peu onéreuses. Mais en revanche, la technologie, notamment au vignoble, permet de voir que ce que les anciens sentaient, parce que c'est très important, étaient des observateurs remarquables, c'est que les cépages n'ont pas été plantés n'importe quoi. La mondeuse, là où elle est plantée, correspond tout à fait au terroir et donne d'excellents résultats. Ça permet de confirmer en chiffres que les vignobles sont adaptés. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quasiment plus aucun endroit où on fait de mauvais vins. Il y a des vins qui peuvent être un peu médiocres, mais on trouve des vins d'exception quasiment partout. Et comme on trouve quasiment du vin partout où il y a un peuplement humain, il y a du vin. Et cultivé dans des conditions incroyables. Ça pourrait être le mot de la fin. Grâce à l'innovation, grâce à la technologie, il est plus permis de faire du mauvais vin. Voilà. Merci François. Merci Thierry. On te souhaite d'avoir plein d'auditeurs concernés et qui pourront nous demander tes coordonnées sur lestechno.be. François, donc, œnologue, technophile et auditeur des technos. Il fallait que Thierry le rencontre. Merci à Thierry également. Thierry, que nous retrouverons l'épisode prochain, parce qu'il y aura un prochain épisode avec un autre duo de chroniqueurs et d'autres sujets, évidemment. Passez une excellente semaine. À très bientôt. Salut.